Bonjour et bienvenue dans cette 4e édition de la Web TV d'Andrés Hauser France. Nous sommes aujourd'hui sur le site Actalia de Saint-Lô en Normandie pour parler hygiène des équipements. Nous visiterons le nouveau centre de recherche et développement en sécurité des aliments. C'est dans ce centre technique que les équipements destinés au process agroalimentaire sont testés en vue de la certification EHEDG. Rejoignons la plateforme confinée P3, inaugurée en 2015. Dans ce numéro, je suis accompagné de Nicolas Rossi d'Actalia, qui est certificateur et membre du conseil d'administration de l'EHEDG. Nous parlerons conception hygiénique et aurons l'occasion de visiter le centre d'essai où sont réalisés l'ensemble des tests. Vous aurez également la possibilité d'en savoir encore plus sur l'EHEDG et les produits Andrés Hauser certifiés. Bonjour Monsieur Rossi. Bonjour. Quel est le rôle de l'EHEDG? Promouvoir la conception hygiénique, puisque l'EHEDG, l'acronyme c'est European Hygienic Engineering Design Group, vise à diffuser et à faire connaître les principes de bonne conception pour assurer le meilleur nettoyage possible des équipements. Via l'édition de guides techniques, la certification d'équipements, c'est ce que fait Actalia ici sur ce centre de Saint-Lô, mais également des formations certifiantes ou des événementiels, des congrès qui visent à promouvoir et à finalement faire savoir ce que c'est la conception hygiénique. Quel intérêt ont les industriels de l'agroalimentaire à utiliser des équipements certifiés EHEDG? C'est finalement à utiliser des équipements qui ont déjà fait leur preuve de respect de la réglementation en vigueur et également de leur bonne capacité à être nettoyables ou aseptiques en fonction de la type de classification qui est choisi. Quel type de raccord recommande l'EHEDG? L'EHEDG recommande d'avoir un raccord qui soit fonctionnel et hygiénique, soit par une soudure, en respectant la guide technique de l'EHEDG qui traite de la soudure, ou plus généralement, et en particulier c'est le cas dans le cas de figure NDRES, c'est d'avoir des joints. Concernant le choix des joints pour le l'EHEDG, il faut respecter les critères de base de bonne conception d'un joint, donc en particulier le document 16, le paper coupling de l'EHEDG, qui est un document qui référence un certain nombre de jonctions qui sont autorisées et recommandées, en respectant les différents critères, notamment alignement, centrage, pas de surcompression, pas de déformation du joint, etc. Et tous ces éléments-là participent d'un type de choix de joint primordial. Et Andrés, par exemple, a une petite originalité. Quand il certifie un équipement, recertifie qu'il y a un grand nombre de types de raccords déjà approuvés, pas loin d'une dizaine, qui sont effectivement parfois propriétaires, parfois dans des connexions plus classiques. Andrés Hauser propose la plus grande gamme d'instrumentation de mesure certifiée EHEDG. J'aimerais que l'on prenne un exemple concret. Pouvez-vous commenter la conception de ce détecteur de niveau LiquiPoint FTW33? Donc effectivement, Andrés a une gamme assez large d'équipements certifiés, EHEDG également 3A qui est le pendant américain de l'EHEDG. Et pour par exemple rebondir sur le FTW33, il est en accord avec les grands critères de la conception hygiénique, que ce soit en termes de raccord, on vient de le voir, mais également en termes de qualité, finition inox 316, rugosité inférieure à 0,8. Au niveau du jointage, qui est souvent une zone critique, joint affleurant, exposé au nettoyage, sans être surcompressé, donc avec présence d'une bague d'arrêt qui permet de limiter la surcompression du joint, qui est juste affleurante une fois montée, sachant que le produit va s'écouler ici même. La fameuse bague est également la présence par exemple d'une chambre de fuite, pour éventuellement, si le joint est endommagé, n'est plus intègre et ne permet plus ou son mission d'étanchéité ou sa mission d'arrêt des souillures des micro-organismes, présence de fuite à ce niveau-là indique, attention, il faut intervenir sur l'équipement. Comment un industriel peut-il trouver un matériel certifié EHEDG? Alors en premier, effectivement, il faut toujours s'assurer qu'on est sur un certificat à jour. La façon la plus simple, c'est d'aller sur le site internet de l'ehedg.org, onglet certification, list of certified equipment. Vous trouvez tout l'ensemble des éléments listés avec un choix de recherche alphabétique, par type de classe, par fabricant, qui vous permet d'être sûr et certain du certificat à jour. Puisqu'il faut savoir également que très souvent, plus souvent par méconnaissance que par abus, les gens ont tendance à confondre le logo EHEDG, qui est le logo de l'institution, le logo EHEDG Member, qui veut simplement dire qu'on est à jour de cotisation, et le logo Certified EHEDG avec en dessous figure une date et un type de certificat. Et l'ensemble est lié à un certificat qui est maintenant sur 3 volets, avec une page de garde qui reprend la date, l'équipement, le fabricant, la gamme de fabrication, effectivement, les diamètres
autorisé, le type de joint autorisé, le type de raccord autorisé. Donc quelque chose de très technique, ne pas s'arrêter simplement à un logo EHEDG en bas d'un catalogue. Merci Monsieur Rossi pour ces explications. Je vous propose à présent de découvrir comment les tests sont réalisés ici au centre Actalia à Saint-Lô. Nous sommes à la plateforme d'essai où sont réalisés l'ensemble des tests en vue de la certification EHEDG. Un exemple là tiré de nos certifications récentes. Donc là, on a certifié pour le compte d'Endressa-Hauser le FTW23 qui a un capteur donc hygiénique EL classe 1. Première étape, prendre l'équipement, s'assurer de son intégrité physique qui n'est pas striée, abîmée ou endommagée. Procéder à un encrassement avec une suspension laitière. L'encrassement, comme vous pouvez le voir ici, est effectivement un badigeon de lait et de ces spores qui vont adhérer sur les surfaces. L'ensemble est séché dans des conditions très standardisées pour assurer la fixation de ces souillures sur les parois, également dans les interstices, dans les zones plus critiques, telles que joints, par exemple, ou zone de tête. C'est exactement le même process qui a été fait pour ce capteur. Vous connaissez effectivement la même disposition. Après l'encrassement et le séchage de cet encrassement, on procède à un nettoyage en place tel que conduit finalement sur les installations industrielles, là aussi dans des conditions volontairement normées avec la boucle d'essai, afin que dans le tube de référence, on ait une contamination résiduelle. Cette contamination résiduelle est comparée entre ce qu'on retrouve dans ce tube ou dans ce tube de référence et l'élément à tester. Constitution d'une boucle relativement standard pour du nettoyage en place, une cuve de lancement eau en circuit ouvert, un détergent spécifique EHEDG designé pour cet essai de document 2, test EHEDG, lancement par la pompe centrifuge, des conditions stables définies auxquelles sera soumis le tube de référence et ici le capteur à tester. Et une longueur de rétablissement qui isole vraiment parfaitement le circuit en termes de turbulence. Et on va donc procéder au démarrage minuté de la première phase, donc à savoir donc 1 minute de rinçage circuit ouvert avant d'embrayer sur les 10 minutes de recirculation du détergent EHEDG. Après la phase encrassement, nettoyage qui est réalisé sur la boucle d'essai, on va présenter effectivement une gélose surfondue coulée à l'intérieur des équipements, que ce soit des équipements test ou du tube de référence. Cette gélose, une fois solidifiée, permettra d'obtenir une empreinte. Voilà comment se présente effectivement un moulage intérieur. Et on va maintenant procéder au même volet sur ce capteur. Bien évidemment, ça a été incubé une vingtaine d'heures à 58 degrés, la température optimale pour le contaminant qui va marquer cette gélose. On procède là aussi au démontage de l'ensemble. On va donc procéder maintenant à l'extraction de cet élément pour accéder au maximum d'informations sans abîmer la gélose. Et vous voyez pouvoir ici la contre-empreinte. Vous retrouvez exactement l'insertion du nez du capteur à l'intérieur de la gélose. Donc en première approche, les résultats semblent très encourageants avec absence de contamination résiduelle sur ce capteur. Nous allons rentrer effectivement là dans le détail et venir finalement encore réaffiner la gélose puisque l'observation est référencée dans le document 2 comme maximum 5 mm d'épaisseur. Donc le but du jeu étant effectivement de dégager au maximum la gélose pour l'exposer au mieux à cette table lumineuse pour venir bien vérifier élément par élément, individuellement et les répertorier, que ce soit au niveau de l'empreinte ici, de la zone inox, que ce soit l'empreinte de la zone pic ou l'empreinte de la partie affleurante du joint, on n'a en aucun cas présence de jaune, même en vue de détail. Donc là, ici, on notera, malgré l'incubation, une absence totale de coloration jaune, c'est-à-dire que le nettoyage était intégral. La coloration est jaugée par rapport à un disque colorimétrique de référence. Et voici des exemples de boîtes où on peut voir effectivement ici le témoin, la gélose native sans germination des agents biologiques, et la même avec présence de spores. Donc on reconnaît à l'instant les traces de colonies sur la surface et également une décoloration jaune très visible, très marquée, qui indique une contamination résiduelle. Vous avez aimé cet épisode de la Web TV, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez approfondir le sujet, je vous propose d'en savoir plus sur le EHEDG et Actalia, de découvrir la plus grande gamme de capteurs certifiés EHEDG du marché et de comprendre la construction hygiénique des supports de son d'analyse physico-chimique CleanFit CPA
875 en cliquant sur les boutons suivants. Merci et à bientôt.